Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-François Tremblay. Je suis accompagné aujourd'hui de Véronique Parenteau, responsable de la réussite éducative au Carrefour Jeunesse Emploi Drummond. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-François. Donc Véronique, aujourd'hui on est ensemble pour parler de persévérance scolaire et dans le premier épisode, on va parler de la définition et de l'importance de la persévérance scolaire. D'autant plus que c'est important parce qu'avec les journées de la persévérance scolaire, le sujet tombe vraiment à point, je trouve. Voilà, donc 1 + 1 = 2, podcast, les journées de la persévérance scolaire, c'est pour ça qu'on est là. Véronique, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Génial. C'est quoi la persévérance scolaire? T'sais, comment, mettons, là, tu t'arrêtes à définir ça là, d'une manière simple et accessible. Fais de moi un enfant de 10 ans et tu veux m'expliquer c'est quoi la persévérance scolaire. Parfait. Donc, pour moi, la persévérance scolaire, c'est un peu de la persévérance universelle. Quand on a commencé notre vie d'enfant, de bébé, on a dû déjà persévérer. Hein? Déjà, quand tu as commencé à marcher, Jean-François, hein, ça a été difficile, tu t'es pas découragé, tu as essayé. T'as tombé, tu t'es fait mal, t'as recommencé. Par contre, t'as toujours voulu réessayer. Aujourd'hui, ce qui fait que tu marches, tu fais du vélo, tu cours. La persévérance scolaire, j'ai envie de dire, c'est un peu le même principe. On essaie des choses, on se sent moins compétent, on continue de le faire. Et par la suite, on va toujours vouloir un petit peu plus, d'augmenter un peu plus le niveau de difficulté pour être capable de se rendre peut-être au bout du chemin qu'on s'était fixé. Donc, persévérance universelle, le fait que dans la vie, on a des obstacles, on apprend à marcher, on apprend à manger, on apprend à s'habiller, à attacher ses souliers. C'est cette persévérance naturelle, universelle qu'on a qui va nous emmener à l'école à avoir de la persévérance scolaire. Est-ce qu'on est avec une certaine aptitude à la persévérance ou avec une certaine réserve de persévérance? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou acquis? C'est vraiment une question philosophique. On dirait que mon point de vue là-dessus, je dirais que ça dépend sur quoi. Hein? Il y a quelque chose qui a été inné. Hein? Un bébé, dès la sortie du ventre de sa mère, il va devoir persévérer pour aller trouver le sein. Fait que là-dessus, on s'entend. Par contre, après ça, je pense qu'il va y avoir plusieurs facteurs extérieurs qui vont devenir intérieurs et après ça, il va pouvoir continuer à vouloir persévérer. Là, tu nous parles de facteurs. On se comprend, là, c'est pas le facteur qui va livrer le courrier à la maison. Mais c'est quoi les principaux facteurs qui influencent la persévérance scolaire chez les jeunes? On pourrait parler de la persévérance scolaire, oui, mais on pourrait aussi parler de la persévérance, encore une fois, universelle. Là, on est dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, donc on va faire référence tout le temps à l'école. Il y a 4 grandes classes de facteurs. Hein. Les études démontrent qu'il y a 4 grandes classes. On peut parler, en fait, de l'environnement personnel. En fait, il y a des gens, naturellement, qui vont avoir le goût de persévérer. Il va y avoir aussi des facteurs, on va dire, familiaux, par rapport à la famille, que ce soit la famille proche, des parents, des grands-parents, ça peut être aussi un oncle, une tante, qui vont pouvoir les encourager. On parle aussi de facteurs qui sont liés à l'école, des facteurs scolaires. Un enseignant qui fait toute la différence. Et je suis sûre, en fait, à la maison, ceux qui écoutent le podcast, vous avez tous un exemple d'un enseignant qui a fait la différence. Des fois, on parle du facteur scolaire, ça pourrait être, entre autres, oui, l'enseignant l'a nommé, quelqu'un qui te donne une tape dans le dos. Des fois, c'est pas nécessairement un enseignant, mais ça pourrait être aussi un entraîneur d'une équipe sportive. Hein? Donc, on va parler de l'environnement scolaire. Tu as envie de t'impliquer dans ton école. Tu vas avoir le goût de plus persévérer. Tu vas avoir un sentiment d'appartenance. Et on parle aussi de l'aspect de la communauté, parce que la communauté, elle va donner des exemples positifs. Je suis pas en train de dire que tu es dans un milieu qui est plus défavorisé que nécessairement tu t'en sortiras pas. Vraiment pas. Ce que je veux dire, c'est que nécessairement, s'il y a des endroits où on peut persévérer dans la communauté, ça va être déjà plus facile. On va avoir des facteurs de protection qui vont nous amener à persévérer. OK. Mais j'apprends ces 4 facteurs-là. On savait, on se doutait bien. C'est sûr que des fois, on dit, si on a la chance d'avoir des parents qui ont fait un parcours scolaire plus complet, plus universitaire, puis on n'est pas obligé d'aller à l'université dans la vie, on se comprend bien là-dessus, mais comparativement des fois à des parents qui ont abandonné ou un parcours scolaire plus différent, est-ce qu'il y a des statistiques, je pose la question, là, surprise, mais est-ce qu'il y a des statistiques
claire ou précise en disant oui, on a remarqué que malheureusement, si un père, une mère n'ont pas terminé leur secondaire 5, chez le jeune, la chance de ne pas terminer, c'est drôle comme phrase, la chance de ne pas terminer son secondaire 5 est plus élevée ou ils ont plus tendance à décrochage. Je pense que ça doit rentrer dans les facteurs familiaux. Oui. En fait, il y a plusieurs études qui démontrent que tu as plus de chances de persévérer selon le niveau de scolarité de tes parents. Il y a toujours des exemples qui vont démontrer le contraire. Hein? On peut penser à plein de films que la personne était sans abri et là, l'exemple là, incroyable qui va finir avec un post-doctorat. Mais la réalité, dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'habituellement, un enfant, selon les statistiques, a plus de chances d'avoir le même niveau de scolarité que ses parents parce que c'est leur exemple. Il y a toujours des exceptions. Hein? Tu sais, moi, je te donne un exemple. Mes parents ont chacun un DEP. Okay. J'ai un baccalauréat. OK. Mais par contre, on peut reculer dans la génération. Mes grands-parents, mes 4 grands-parents, c'était des gens qui s'occupaient de la terre. Okay? C'était des gens, des agriculteurs. Ils n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école parce que, en fait, mes grands-parents, c'était pas les premiers nés, c'était les deuxièmes. Donc, ils s'occupaient de la famille. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'ils ont voulu, c'est augmenter. Fait que, mes parents ont eu la chance quand même d'aller à l'école. Ils ont eu un DEP. Mais ils ont fait la même chose avec moi. OK. Puis on se comprend, on peut pas choisir nos parents. Non. Par contre, dans les autres facteurs, les 3 autres facteurs, on peut les choisir, on peut avoir une influence sur ces facteurs-là. Je prends pour acquis que dans la vie, on choisit ses amis. Donc, on peut faire des choix. Des fois, on peut se rapprocher ou se coller de plus près de certaines personnes. Donc, parce qu'il n'y a personne qui peut scorer 100% dans les 4 facteurs. On va toujours avoir des facteurs, des fois, qui sont un peu moins élevés, des choses de ce genre-là. Donc, oui. Et puis, en fait, c'est pas juste pour les élèves du secondaire ou du primaire. Quelqu'un qui fait un retour à l'école, en fait, qui va décide de faire une technique après 5 ans, qui n'est pas allé à l'école, il va avoir les mêmes facteurs et les mêmes facteurs les facteurs de protection, et les facteurs de risque. Et ça, c'est tout le monde. C'est normal d'avoir des facteurs de risque. C'est normal d'avoir des facteurs de protection. Puis peut-être qu'une journée, ce facteur de protection-là peut devenir un facteur de risque. Tu sais, du jour au lendemain, tu te fais un chum à l'école, il t'encourage, il est dans l'équipe de basket, il performe bien. Oups, tu te rends compte que ça fonctionne plus, il te laisse, tu ne l'avais pas venu. Mais ton facteur de protection qui était ton chum, qui t'encourageait à venir à l'école, vous voyez au récré, c'était le fun. Mais là, ça peut devenir un facteur de risque parce que là, tu vois tous les jours ton ex qui est avec la nouvelle fille, puis ça te fait de la peine. Fait que tu sais, c'est toujours espèce de trouver l'équilibre. Puis c'est pas parce que tes parents, entre autres, sont peut-être un peu moins présents dans ta réussite que forcément ça va devenir un facteur de risque. Mais ça peut, oui. Est-ce que c'est lui qui va prendre la plus grande importance? Non. C'est comme une équation. Plus que tu as de facteurs de risque, plus que tu as des risques de décrocher, plus que tu as de facteurs de protection, ils vont te protéger pour persévérer. Mais je retiens le mot équilibre, effectivement. Mais ça, la persévérance scolaire, en 1900, ça devait en prendre aussi. C'était d'autres défis, d'autres choses. Mais pourquoi la semaine de la persévérance ou les journées de la persévérance scolaire? Dans le contexte actuel de l'éducation, est-ce que les défis sont différents? On entend souvent parler aussi, ah oui, ces élèves-là ont passé la phase COVID, l'enseignement à la maison. En tant que tu as des 2 mains dedans, toi, on ne se le cachera pas avec tes fonctions ici au Carrefour Jeunesse. Est-ce que tu as vu une différence de ce côté-là? Puis, on a un peu oublié de parler de ton baccalauréat aussi. Hein? L'as-tu fait en génie chimique, ton bac? Ou Je l'ai fait en enseignement au secondaire. Donc, moi aussi, j'ai eu à persévérer. Moi aussi, j'ai eu des défis. Hein? J'ai eu des facteurs de risque. J'ai eu des facteurs de protection aussi. Mais je pense que c'est ce qui amène un côté coloré à mon travail ici, parce que je comprends la différence que je peux faire dans un milieu qui est alternatif. Tu sais, dans le fond, je prends pas la place de personne, mais je les aide. Fait que je pense que c'est la beauté de la chose. Peux-tu répéter la question? Oui, je sais. Hein, j'ai tendance des fois à passer par Rome pour aller à Paris là, ou quelque chose de ce genre-là. Donc, puis je voulais mentionner ton bac en enseignement parce que la question était vraiment dans le contexte actuel de l'éducation. Donc, tu as passé des heures en avant d'une classe, tu en as vu des élèves. Là, aujourd'hui, tu es au Carrefour Jeunesse. Tu vois encore des élèves, mais en dehors des heures de classe. Est-ce que tu as vu
dans tes dernières années, un changement? Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est plus important? Je comprends où tu veux t'en venir. Vas-y, je te laisse y aller. Je te dirais, le COVID, l'espèce de pandémie mondiale a apporté un aspect nouveau, mais vraiment soudain. On a dû se préparer rapidement. Tu sais, c'est pas... je crois que c'est pas comme... tu sais, c'est un événement traumatique comme, tu sais, ton école peut brûler. Il faut que tu te retournes sur un dixième. Et voilà. OK? La beauté de la chose, je pense qu'un adolescent puis un enfant, ils disent que son cerveau est malléable. OK? Il va s'adapter. Ils sont sensibles au changement. Ça a été exigeant. Mais on dirait que là, on retourne d'un autre côté. Oui, on parle des jeunes qui sont anxieux. On parle des jeunes qui ont plus de défis. J'ai envie de dire que moi, en 2025, ici maintenant, ça fait 5 ans, on recommence à avoir une certaine hauteur. J'ai envie de dire, on remarque que là, la tendance se renverse au niveau positif. Les gens qui avaient déjà des défis, ça les a accentués. Mais aujourd'hui, ceux qui avaient des forces, ben là, en fait, leur niveau d'adaptation, il a diminué. Ce qui fait que là, ils sont vraiment mieux préparés, puis ça va bien. On dirait que c'est une autre époque. Ça fait que 5 ans, j'ai l'impression qu'on est dans une autre époque, puis on est moins dans l'anxiété, moins dans les difficultés. On dirait que ça se rattrape tranquillement. OK. Et tu parles de défis, mais l'école est-tu plus facile aujourd'hui? Il me semble, avec tous les outils, l'intelligence artificielle, les tablettes en classe. Je regarde à l'époque où j'étais, puis je regarde ma fille aujourd'hui qui a 9 ans. Il me semble que l'école n'est pas pareille, mais c'est-tu plus facile l'école aujourd'hui? Je peux pas comparer avec les années 20. J'étais pas là. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas plus difficile. On demande des choses différentes aux élèves, aux étudiants. On demande vraiment beaucoup plus d'adaptation. Et on arrive à peu près dans 2 courants. Tu sais, je te donne un exemple. J'ai plusieurs élèves qui ont besoin d'outils pédagogiques supplémentaires. C'est correct, là, ça fait partie de leur défi. Puis on fait juste les aider un peu. Est-ce que c'est plus facile? Non, parce qu'ils rushent quand même. Et ils entendent leurs parents qui disent ben moi, j'en avais pas dans mon temps, puis je suis pas mort. Fait que là, en fait, ça normalise pas vraiment le fait que tu utilises des outils. On a l'impression des fois que les gens ils pensent que c'est plus facile parce qu'ils utilisent, par exemple, un lecteur immersif. Pourtant, on en écoute des podcasts. Pourtant, aujourd'hui, c'est instructif, qu'est-ce qu'on fait. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être pas plus difficile, mais on en demande plus à nos élèves parce qu'on leur demande de s'adapter à beaucoup de choses. Tu as accès à des outils. Il faut que tu sois proactif, il faut que tu ailles demander tes outils parce que c'est comme ça va te servir dans la société d'être capable de demander tes choses, de demander de l'aide. Par contre, ben, on va leur demander de s'adapter avec les nouveaux outils puis d'être capable d'utiliser la technologie. Parce que l'iPad, il fait pas rien tout seul. Il faut quand même qu'on soit capable de l'utiliser correctement. Fait que, tu sais, qu'on ait un iPad ou non dans la classe, il faut être capable de l'utiliser. Je pense qu'on leur demande vraiment dans un courant présentement de l'éducation qui va leur demander un certain ajustement parce que avec l'intelligence artificielle, on va avoir besoin encore plus de compétences. Et ces compétences-là, elles vont s'acquérir. Fait que ça fera pas notre job, mais on va devoir comme lui demander des demandes précises. Alors peut-être qu'ils entendent une génération précédente dire « Ah, c'est tellement plus facile qu'avant ». Non. C'est différent. Mais j'ai envie de faire une grande parenthèse, puis si tu l'aimes pas, tu as le droit. Puis tu sais, comme on discute, hein. J'ai envie de dire aussi, ce qui me marque le plus ces temps-ci, je te dirais, puis en travaillant au CGE, je le remarque davantage, c'est que on arrive aussi dans une espèce de clash. On est chanceux, on s'en rend pas compte, mais tu sais, en tant que société québécoise, puis même canadienne, on a la chance, en fait, d'avoir un peu comme de la technologie, d'avoir, tu sais, de la paix. Ça, c'est vraiment important, là, la paix d'esprit. Hein? Tu sais, c'est facile, ton cadran sonne, tu te lèves le matin. Avec, tu sais, on a quand même un taux d'immigration qui vient. C'est vraiment le fun. Mais eux, ils ont d'autant plus à s'adapter parce que
des fois, ils n'ont pas le même niveau scolaire, mais on les met avec nous. Ils vont arriver sur le marché du travail, mais ils ont peut-être l'équivalent de machines qui ont 20 ou 30 ans, puis on doit encore plus se demander de s'adapter. Fait que je pense que c'est à la limite un peu difficile, je pense, d'être un jeune aujourd'hui, parce qu'il y a à s'adapter avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle qui va faire partie intégrante de nos vies, puis autant que son voisin, il en a peut-être jamais entendu parler, puis il faut qu'il se développe 10 fois plus vite, puis on peut développer une espèce d'exigence. Ben voyons, moi, je suis capable de le faire, pourquoi lui, il n'est pas capable? Fait que je te dirais que est-ce que c'est plus difficile? Peut-être. Mais ils sont bons, nos jeunes. Ils ont le goût de s'adapter. Ben, c'est ça que je retiens, puis ça va être notre conclusion. Pour pouvoir s'adapter, il faut persévérer parce que ça ne sera pas toujours facile. L'école ne sera pas facile, la vie ne sera pas facile. Je retiens aujourd'hui, j'ai appris la persévérance universelle. Donc, Véronique, c'était notre premier épisode. Il va y avoir d'autres épisodes sur le sujet de la persévérance scolaire. Et là, on ne peut pas terminer sans donner un exemple concret d'une réussite en persévérance scolaire. Et ça a l'air facile comme question, mais je t'interdis de me dire oui, on a eu un participant au Carrefour, puis là, on l'a aidé, puis il a fini avec son secondaire 5. Ça, là, tout le monde s'attend de ça, de la persévérance scolaire. Puise dans ton sac de beaux succès que vous avez eus. Je suis certain que tu peux passer à une personne rapidement et on va terminer là-dessus. Vas-y. OK. Tu m'apportes quand même un beau défi. Oui, je sais, c'était voulu. Mais c'est correct parce que je suis persévérante, fait que je vais trouver un exemple. Oui, j'ai un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais encore dans un CJE, je travaillais encore dans la persévérance scolaire. J'étais débutante. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus facile les questions que tu me poses. C'était un jeune homme qui avait... C'est pas tragique, OK? Il faut que je te nomme un peu son environnement, mais c'est pas tragique. Mais il faut que je te le nomme quand même, parce qu'on va faire un lien avec toutes les grandes classes de facteurs. Donc, c'est un jeune homme qui avait pas de papa. Sa mère avait un niveau de scolarité vraiment faible. En fait, elle avait du pré-secondaire. Elle était sur l'aide sociale parce qu'elle s'était blessée déjà dans un travail quelconque. Et cet élève-là avait des défis scolaires. En fait, il était dyspraxique. Donc, tu sais, sa coordination, c'était difficile. Tu sais, dans le fond, les signaux dans son cerveau, ils étaient biaisés. Donc, il vient dans le cadre d'un programme de persévérance scolaire. Ça tombe bien, il tombe avec un intervenant qui est c'est un homme. Il n'y en avait pas beaucoup dans sa vie, ça a bien tombé. Il l'encourage, comme ça. On prend ses nouvelles. Il vient au CJE pour faire un peu de jasette, dans le fond, tu sais, puisqu'il a envie de faire ses devoirs, non. Mais il vient jaser. Avant de commencer à faire ses devoirs, c'était vraiment drôle parce qu'en fait, il y avait toujours un espèce de polo parce qu'elle n'avait pas à son école, mais il y avait toujours il s'était donné un petit standing et sur son polo, il y avait toujours une poche et il se peignait toujours avant de commencer l'aide aux devoirs. Après, il était toujours prêt à se mettre au travail et honnêtement, il a été découragé. Il voyait les gens autour de lui, puis les gens autour de lui faisaient du secondaire 1, secondaire 2, lui faisait de la 4e année. Par contre, son intervenant, à l'école, ses enseignants, sa mère, même si elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait, l'encourageait tout le temps. Elle venait le porter 2 fois par semaine à faire ses devoirs. À un moment donné, il est arrivé... Ça revient aux 4 facteurs là, que tu parlais. Tout le temps. Vas-y, je continue, j'aurais pas dû t'interrompre. Ben non, mais tout est dans tout. C'est vraiment ça. Donc, il vient, il se peignait. Au bout d'une année... Il veut que je m'assoie à côté de lui, puis que je l'aide un peu à faire ses devoirs, mais il était quand même assez autonome. Il me disait toujours, tu veux mes mains? Je dis, oui, je vois tes mains, c'est bien, t'en as 2, hein? T'as 10 doigts. Qu'est-ce que je devrais remarquer? Tu veux comment elles sont sales? Ouais. T'as pas lavé tes mains avant de commencer à devoir? Mais c'était tellement... C'était pas ça. Ouais, elles sont sales. Ouais, je vais travailler. Oh, t'as travaillé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis allé dans un garage. Hein? Tu travailles dans un garage? Ouais. Moi, là, c'est moi qui fais ton changement de pneus. Mon boss, là, il me fait confiance. Je suis vraiment capable. Moi qui fais les changements d'huile. OK. Wow! Excellent! Et le fait qu'il a été capable de trouver un équilibre dans les 4 grandes classes de facteurs, hein, tu sais, comme son boss, c'était la communauté, l'encourageait. Sa mère, elle allait le reconduire. Sa mère l'encourageait à aller à l'école quand même. Son intervenant, communauté ou extrascolaire. Puis, il y avait le sentiment de se sentir compétent.
C'était un prétexte, ses mains sales, ses ongles sales, parce qu'il n'avait pas de gants quand il travaillait dans la mécanique. C'était vraiment... Ça démontrait sa compétence. Ben, ce jeune-là a été capable de faire ses 5 années au secondaire. OK, je pourrais te dire que son diplôme d'études secondaires, il ne l'a pas eu. Il y a une attestation d'études secondaires qui dit qu'il a fait 5 ans au secondaire. Aujourd'hui, par exemple, c'est un aide mécanicien précieux dans le garage auquel il travaille. À tous les jours, il se lève et il est content. Mais si on pense à la persévérance scolaire, il a déjà passé à un niveau supérieur que sa mère, probablement ses grands-parents. Puis aujourd'hui, il travaille. Il se sent compétent dans notre société. Puis il travaille. Wow! Mais écoute, c'est fantastique. Puis c'est là qu'on se rend compte, justement, c'est quand tu as dit que le patron l'encourageait dans ses études, puis toute la communauté, les 4 facteurs ont été présents pour lui. Véronique Parenteau, responsable de la réussite éducative au Carrefour Jeunesse Emploi de Drummond. Merci beaucoup de ta présence. On se revoit bientôt sur un autre podcast. Bien sûr, avec plaisir. On se dit à la prochaine. À la prochaine!